Bonjour. Alors après avoir appris à calculer le champ électrique créé par un ensemble de particules discrètes, donc par exemple on a modélisé une molécule d'eau par un ensemble de 3 particules chargées, une molécule de CO2, etc. Eh bien on va voir donc dans différents exercices comment faire lorsque la source va être modélisée de manière continue. Donc ça peut être le cas pour des sources macroscopiques ou ça peut être le cas pour des sources un petit peu plus petites, mais qu'on préfère modéliser de manière continue. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas des charges juste à certains endroits, mais que la charge se répartit partout sur la source. Donc ici, on va modéliser une molécule et on va supposer que cette molécule a deux fonctions qui sont chargées de manière opposée aux extrémités de la molécule. Donc, par exemple, on peut imaginer qu'on a une fonction NH4+ d'un côté et une fonction CO- de l'autre côté. Et donc cette molécule, on va la décrire de manière continue. On va supposer que la densité qui décrit la manière dont est répartie la charge sur la molécule, s'écrit comme ceci. Lambda, donc la densité linéique, est égale à une certaine densité, lambda 0, fois xp sur A. Alors ce qu'on appelle le point P, c'est donc le point qui va décrire les différents endroits de la molécule ou de la ligne, du segment ici. Et on suppose que le segment a une longueur de A. Alors on va essayer tout de suite de traduire, de s'approprier le problème et donc de traduire ce problème, traduire la situation. Donc ici on a tracé un bout de segment. Donc ce bout de segment a par hypothèse une longueur qu'on appelle 2A. On appelle O le centre du segment et on appelle X l'axe de ce segment. Et donc ce segment, il est parcouru par un point P que je place n'importe où, surtout pas à un endroit particulier. Et donc d'après l'énoncé, la densité linéique au point P est égale à lambda 0 xp sur A. Donc par exemple ici, xp est positif, puisque je suis à droite. Je vais donc avoir une densité positive. Et je vais avoir une densité d'autant plus grande que le point P est loin du centre, c'est-à-dire proche de l'extrémité. Donc autrement dit, si je veux schématiser la situation, ça veut dire que ici, au niveau de l'extrémité, je vais avoir une grande densité positive, si lambda 0 est positif par hypothèse. Et puis au fur et à mesure que je me rapproche de haut, la densité va diminuer. Voilà. Et puis une densité parfaitement nulle au centre. Il n'y a aucune charge au centre. Et puis lorsque xp va devenir négatif, c'est-à-dire le point P va aller à gauche de haut, la densité va devenir négative, et d'autant plus négative qu'on est loin du centre. Et donc le max négatif sera au niveau de l'autre extrémité. Voilà donc comment sont réparties les charges sur cette source avec cette modélisation. Alors, on nous demande d'abord dans la première question d'exprimer la charge totale de cette molécule, de cette source. Alors quand on veut décrire la charge à partir de la densité de charge, il faut bien avoir compris le principe du découpage. Donc il n'y a pas une charge au point P, puisque en un point n'a pas de dimension, donc il ne peut pas y avoir, entre guillemets, une place suffisante pour qu'il y ait des charges au point P. Par contre, le point P, ça va être le centre d'un petit découpage de la source. Donc ici, vu que la source est un segment, le découpage, ça va être un petit bout de segment, comme ceci, de longueur qu'on va appeler, de manière générale, dl. Sauf qu'ici, dl, c'est un petit découpage selon l'axe X, et c'est le point P qui va se déplacer lors de la description de la source. Donc en fait ici, dl, ça va être ce qu'on pourrait appeler un dxp. Donc dl, en quelque sorte, c'est l'expression générique qui est valable tout le temps lorsqu'on a une description linéique de la source, mais avec le repère qu'on a utilisé et avec la forme de la source, dl, ici, s'exprime comme étant dxp. Et donc, ce petit découpage autour du point P, il porte une certaine charge qui est élémentaire, donc on appelle dq, et qui s'exprime comme étant la densité au point considéré fois la taille du découpage. Donc ici, lambda, c'est lambda 0 xp sur A, et le découpage, c'est
dxp. Voilà donc pour la charge portée par uniquement le petit découpage autour de P. Et donc si on s'intéresse à la charge entière sur la source, eh bien, il va falloir que je prenne l'ensemble des découpages et que j'ajoute les différentes charges portées par chacun des découpages. Donc autrement dit, la charge totale portée par cette source, eh bien, ça va être la somme, donc ici c'est une intégrale puisqu'on a une description continue, la somme des dq au niveau de tous les points P de la source. Donc entre moins A et A, c'est-à-dire lorsque xp varie entre moins A et A. Donc il suffit de remplacer maintenant, donc ça fait la somme de moins A à A de lambda 0 xp sur A fois dxp. Alors ici on a intégré entre deux bornes symétriques une fonction qui est impaire, donc le résultat va être nul. Alors si vous n'y aviez pas pensé, eh bien, vous pouvez conduire le calcul jusqu'au bout. Donc on peut sortir lambda 0 sur A qui est une constante, et puis donc il faut prendre la primitive de xp, c'est xp2 sur 2, entre moins A et A, et donc on obtient bien lambda 0 sur A fois A au carré sur 2 moins A au carré sur 2, ce qui donne, donc c'est moins A qui est au carré, ce qui donne A carré moins A carré, donc ce qui donne 0. Donc on a une charge totale qui est nulle, donc c'est logique, puisque eh bien, à gauche, je vais avoir des charges négatives et qui sont réparties de manière identique aux charges positives à droite. Donc quand on fait la somme de toutes les charges, eh bien, elles vont toutes se compenser et on a bien une charge totale nulle. Alors ensuite, donc, on va montrer que ce n'est pas parce que la charge totale de la source est nulle que cette source ne crée pas de champ électrique. Donc ça va être ici la répartition de la charge qui va créer un champ électrique en tout point. Et donc dans la question 2, on s'intéresse d'abord en des points qui sont sur l'axe de la source et même avec xm qui est plus grand que A. Donc ça c'est pour éviter les valeurs absolues. Par exemple si le point M il serait à gauche. Donc on a un point M qui est par exemple ici. Donc ce point M est caractérisé par uniquement une coordonnée xm, puisqu'on est tous sur un seul axe. Le point P il a comme coordonnée xp. Et donc là on va appliquer la méthode générale donc de calcul d'un champ électrique créé par une source macroscopique. Donc l'idée c'est qu'on commence par exprimer le champ électrique créé par juste le petit découpage autour de P. Pourquoi? Parce que ce petit découpage, eh bien, vu de M, peut être vu comme une charge ponctuelle. Donc on va pouvoir appliquer la loi de Coulomb, c'est-à-dire exprimer le champ M créé par le petit découpage au point P avec la formule, l'expression du champ électrique créé par une charge, une particule ponctuelle. Et puis ensuite, on va en déduire le champ total au point M en faisant la somme de tous les champs créés par tous les découpages autour de tous les points P de la source. Donc on commence par exprimer dE, qui est donc le champ créé au point M par la charge située sur le petit découpage autour de P. Donc pour ça, je pars de la formule générale, donc 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la charge considérée, donc ici c'est dQ au point P, divisé par la distance entre la source et le point d'observation au cube, multiplié par eh bien, le vecteur reliant la source au point d'observation. Donc ça c'est l'expression générale. Maintenant on va l'adapter à notre problème. Donc on sait déjà ce que vaut dQ, il est là. Il reste à exprimer PM et PM cube. Donc on commence toujours par exprimer le vecteur, parce qu'après la norme, on la déduit du vecteur. Donc ici le vecteur PM, eh bien, il ne va avoir qu'une composante selon x, et ça va être xm moins xp ex. Du coup la norme, ça devrait être la valeur absolue de xm moins xp, sauf que vu qu'on fait l'hypothèse que le point M est toujours à droite, eh bien xm sera plus grand que n'importe quel xp, donc en fait xm moins xp sera toujours positif, du coup c'est juste xm moins xp. Donc quand je remplace dans dE, eh bien on va obtenir 1 sur 4 pi epsilon 0, donc dQ c'est lambda 0 xp sur A, fois le vecteur PM, c'est xm moins xp ex, sur la distance xm moins xp, le tout au cube. Donc on a un dE qui est uniquement selon ex, donc si je le trace ici, il serait comme ceci. Donc ça, tout ça, je rappelle, hein, c'est en faisant l'hypothèse. Vous pouvez faire l'hypothèse inverse, hein, le résultat est le
le résultat littéral serait le même. Donc moi j'ai fait l'hypothèse que lambda 0 était positif. Donc ici je suis dans la zone des positifs. Je vous rappelle qu'en termes de méthode, il vaut mieux toujours choisir un point P dans la partie positive du repère. Ça évite de se tromper au niveau de signes moins qu'on rajouterait un petit peu artificiellement. Voilà, donc j'ai exprimé DE dans mon problème, donc il ne reste plus qu'à simplifier ce qu'on peut simplifier, puis ensuite se lancer dans l'intégration. Donc on remarque ici, ça peut se simplifier, et donc on obtient lambda 0 sur 4pi epsilon 0a fois xp sur xm moins xp au carré, le tout fois dxp. Alors oui, j'avais oublié le dxp, oui, je l'avais oublié, pardon. Il était là. Hop, voilà. Et donc, il ne faut pas que j'oublie le EX. Voilà, et donc il nous reste à intégrer pour pouvoir avoir le champ total au point M. Donc c'est la somme de tous les champs élémentaires créés par tous les points P, enfin par tous les découpages autour du point P, entre xp égale moins a et a. Donc je vais sortir direct toutes les constantes. Donc le EX aussi est constant. Voilà. Et donc j'ai cette intégrale à calculer entre moins a et a, sachant que la variable ici est xp. Alors cette intégrale n'est pas si simple que ça, parce que si j'appelle u au carré ce qu'on a au dénominateur, et bien au numérateur je n'ai pas u'. Donc c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que dans l'énoncé, on vous donne du coup des primitives, et comme par hasard, il y a celle-ci, en remplaçant x par xp et k par xm. Donc il suffit de remplacer. Donc j'exprime que ça fait donc logarithme de k moins x, c'est-à-dire de xm moins x, logarithme népérien de xm moins x, p, plus k, c'est-à-dire xm sur xm moins xp, le tout pris entre moins a et a, enfin xp pris entre moins a et a. Donc on obtient, eh bien ln, donc xm reste toujours le même, c'est xp qu'on doit prendre entre moins a et a, donc ça fait xm moins a sur xm plus a, parce que ça fait logarithme de xm moins a moins logarithme de xm plus a, donc je peux mettre tout dans le même logarithme, plus xm, facteur de 1 sur xm moins a, moins 1 sur xm plus a. Et ça, cette parenthèse, si je mets au même dénominateur, ça fait xm facteur de quelque chose sur xm carré moins a carré. Et ce quelque chose, ça sera donc xm plus a moins xm moins a, avec une parenthèse. Donc les xm se simplifient, et il nous reste 2a en haut. Et donc si je résume tout ça, ça nous fait un champ au point M, qui est égal à lambda 0 sur 4pi epsilon 0. Le a, je ne l'écris pas parce qu'il va se simplifier. Ah non, il ne va pas se simplifier avec les deux, pardon. Donc je vais plutôt le mettre comme ça. Donc facteur de ln de xm moins a sur xm plus a plus xm fois 2a sur xm carré moins a carré. Et le tout selon EX. Voilà donc pour ce champ électrique en n'importe quel point M de l'axe à droite. Alors, petite remarque sur la direction et le sens. Alors, on a déjà commencé par la direction. Donc la direction c'est EX. Alors est-ce que c'est logique? En regardant les plans de symétrie. En fait, si vous regardez, eh bien avec cette source, bien que vous ayez des charges opposées, eh bien le plan ici de la feuille est un plan de symétrie. Donc ça veut dire que pour tout point de ce plan, eh bien le champ doit appartenir à ce plan, ce qu'on a vu en cours. Mais il y en a un deuxième, c'est ce plan-là.
ce plan-là est aussi un plan de symétrie, parce que chaque charge est la symétrique d'elle-même. Donc ce plan-là est également un plan de symétrie. Donc c'est-à-dire que le champ électrique doit appartenir aussi à ce plan. Et donc si on résume, eh bien j'ai ce plan de symétrie, j'ai ce plan de symétrie, donc le champ doit appartenir en même temps aux deux plans de symétrie. Donc la seule possibilité, eh bien, c'est que le champ soit dans cette direction-là, soit dans la direction de x. Et donc c'est bien cohérent avec la direction qu'on a trouvée. Donc là, il y a bien une cohérence entre plan de symétrie de la source et direction du champ électrique. Ensuite, en termes de sens, avec l'hypothèse qu'on a faite, lambda 0 positif, on a donc des charges positives à droite et des charges négatives à gauche. Donc ça veut dire que pour ce point M-là, finalement ce point M-là, il est plus proche des charges positives que des charges négatives. Donc finalement, même s'il y a une charge totale nulle, eh bien globalement le point M, il voit plus de charges positives que de charges négatives parce qu'elles sont plus loin. Donc c'est logique que ce soit les charges positives qui donnent, on va dire, la mesure, qui battent la mesure. Et donc, puisque ce sont surtout les charges positives qui vont avoir un effet, les charges positives, elles créent un champ électrique qui sort, entre guillemets, des charges positives. Donc c'est logique que le champ électrique total soit un champ sortant vers la droite. Donc il faudrait que le champ total soit selon plus EX. Toujours si lambda 0 est positif. Alors vérifions ça avec notre calcul. Donc ici on a quelque chose au numérateur qui est plus petit que ce qu'il y a au dénominateur. Donc ça veut dire que ce terme-là est négatif, puisque le logarithme de quelque chose plus petit que 1 est négatif. Par contre, ce terme-là, vu que xm est forcément plus grand que a, vu qu'on a pris un point m à droite, et là, même chose, xm et a sont positifs, eh bien là, on a un terme qui est positif. Donc ici, il y a concurrence entre le premier terme et le deuxième terme. Donc il faudrait vérifier que le second est bien plus grand que le premier pour que le champ total soit bien dans le même sens que le signe de lambda 0. Donc si lambda 0 est positif, eh bien il faut que le champ soit vers la droite. Bon, on pourrait le faire, mais bon, pour pas que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas le faire. Par exemple, on pourrait tracer ces deux fonctions et voir si la seconde est bien plus grande que la première. Alors, on va quand même finir l'exercice. Donc il y a une deuxième partie où cette fois-ci, on va prendre un point M au niveau de la médiatrice de la molécule. Alors normalement, on devrait prendre le point M au niveau du plan médiateur de la molécule. Bon, ici, on va continuer à être en deux dimensions, parce que de toute façon, il y a ce qu'on appelle une invariance de rotation, c'est-à-dire que si j'obtiens un certain résultat en un point M ici, et bien en fait, pour tout point M qui tourne, ou si vous voulez, si vous faites tourner la molécule sur elle-même, comme ça, vous la faites rouler sur elle-même, et du coup, ça ne changera rien au champ électrique créé au point M, puisque la source reste elle-même. En fait, il y a ce qu'on appelle une invariance de rotation autour de la source. C'est-à-dire que votre point M, si vous le faites tourner autour de la source, en fait, il verra la même source, donc le champ aura la même expression. Donc voilà, on ne va pas se prendre la tête avec ça, on va appeler Y cette direction, et donc on va voir ce qui change dans le calcul. Donc la méthode reste exactement la même. Donc on commence par exprimer le champ élémentaire, créé par, même chose, hein, la charge autour du point P. Donc on part de la même expression. dq c'est toujours le même, par contre ce qui va changer c'est Pm. Donc Pm c'est coordonnée de M moins coordonnée de P, donc ça va faire, le point M il est que selon X, donc ça va faire XM EX. Le point P, qu'est-ce que je raconte, pardon, le point M il est plus du tout selon EX, le point M il est selon Y. Donc ça va faire YM moins YP, EY, plus XM moins XP EX. Sauf que le point P, il n'a pas ici de Y différent de 0, le point P il est toujours en Y égale à 0, et au contraire, le point M, qui est ici cette fois-ci, il n'a aucun X, il n'a que du Y. Donc YP vaut 0 et XM vaut 0. Donc finalement PM c'est YM EY moins XP EX. Et du coup, la norme PM, ça va être racine carrée de ym carré plus
xp au carré. Donc quand on remplace, ça fait DE au point M. Je peux le tracer peut-être pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici, si j'ai des charges positives, eh bien le champ DE, il va être comme ceci. Et attention, de l'autre côté, j'ai des charges négatives. Les charges négatives, entre guillemets, elles attirent le champ, même si ça n'a pas de sens, qu'il n'y a pas de force ici, mais le champ, il va vers les charges négatives. Donc le champ DE créé ici, oula, j'ai un peu raté mon truc, il serait comme ceci. Donc quand on fait la somme des deux champs créés par deux points P symétriques, eh bien, on devrait avoir quelque chose qui est selon moins EX. Alors ça, on va en parler tout de suite, mais je vais quand même finir par réécrire. Donc dQ, c'est lambda 0 sur A xp, PM, donc c'est ym EY. Ah pardon, comme tout à l'heure j'ai oublié le dxp. Ensuite PM, donc c'est ym EY moins xp EX. Et la norme, au cube, ça va donner xp carré plus ym carré à la puissance 3/2. Ok, donc j'ai un truc qui est un petit peu compliqué, mais là donc je vais utiliser ce qu'on a anticipé. Donc je vais utiliser également les symétries pour en être sûr de ce qu'on a dit. Ici le point M, il est sur la médiatrice. Or le plan médiateur, celui-ci, eh bien on voit bien qu'il va couper la source en deux parties qui sont dites antisymétriques, puisque j'ai exactement de l'autre côté du plan la même charge, mais avec le signe opposé. Quel que soit le point P que je prends, j'ai la charge opposée de l'autre côté du plan. Donc ça, c'est un plan d'antisymétrie, ce plan-là. Et on a vu en cours que lorsque le point M appartient à un plan de symétrie, eh bien le champ électrique est perpendiculaire, il est normal à ce plan de symétrie. Donc a priori, le champ total, eh bien, il devrait être comme ceci, perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Et c'est bien ce qu'on avait anticipé avec les deux DE, parce que quand vous faites la somme des deux DE, c'est bien quelque chose qui est selon moins EX. Alors pourquoi on parle de ça? Eh bien, ça va être important pour simplifier le calcul. Donc je dis maintenant, grâce au fait que OYZ est un plan d'antisymétrie, donc je sais que le champ E, il est selon EX. Alors attention, le fait que ce soit un plan de symétrie, ça nous dit juste que la direction, elle est perpendiculaire au plan de symétrie. Par contre, le fait d'avoir un plan de symétrie, ça ne permet pas de dire si le champ il va vers la gauche ou vers la droite. Mais ici, quand j'écris ça, je ne suis pas en train de dire que le champ va vers la gauche ou vers la droite, parce que EX peut être positif ou négatif. Donc si EX est positif, c'est-à-dire que le champ va selon EX et vers la droite, et s'il est négatif, le champ va selon EX mais vers la gauche. Donc ça, c'est le calcul qui va nous donner le signe de EX. Alors à quoi ça va nous servir, ça? Eh bien, ça va nous servir en fait à simplifier le calcul, parce que ici, DE, donc le champ électrique créé par le petit découpage autour du point P, eh bien on voit qu'il a deux composantes. Quand on regarde sur le schéma, eh bien le champ DE créé par le petit bout autour de P, il est dans deux directions par rapport aux directions du repère. Et donc ce qu'on va faire, c'est que vu que le champ électrique il est que selon EX, eh bien en fait je ne vais m'intéresser qu'à ce qui se passe ici, selon la direction de EX. Donc en fait je vais projeter le vecteur DE parce qu'en fait ce qui va se passer verticalement selon Y, eh bien j'en ai rien à faire, parce que je sais qu'au bout du compte, ça va s'annuler. Lorsque je vais faire la somme de tous les champs élémentaires, eh bien, il n'y aura plus de champs selon Y. Donc ça ne sert à rien de perdre du temps avec ce qui se passe selon Y, puisqu'on sait déjà qu'à la fin, il n'y aura plus rien selon Y. Donc c'est ça l'idée, c'est ça l'astuce d'utiliser les symétries de la source, ou les antisymétries, pour anticiper la direction du champ électrique, et donc pour faire une économie de calcul. Donc je ne vais prendre que la partie DEX, qui est donc la projection, la composante de DE sur EX. Alors comment on fait ça pour prendre la composante? Eh bien, ici c'est très facile parce que j'ai exprimé le vecteur élémentaire DE avec les vecteurs unitaires EX et EY. Donc projeter sur EX, ça veut dire ne garder que ce qui est selon EX. Donc annuler ce qui est selon EY ou selon EZ. Donc finalement il reste DEX égale, alors il y a plein de termes qui sont gentils, donc moins lambda 0 sur 4pi epsilon 0 a. Et puis ensuite, qu'est-ce qui reste? Il reste le
moins xp qui est là, mais le moins je l'ai sorti, et ce xp là, il est multiplié par le xp là. Donc j'ai xp carré dxp sur xp carré plus ym carré à la puissance 3/2. Voilà, et ensuite donc il me reste à calculer le champ total créé par cette source en faisant l'intégrale lorsque xp change de moins a à a. Donc je sors toutes les constantes. Et donc il me reste à intégrer xp carré dxp sur xp carré plus ym carré à la puissance 3/2. Et O, comme par hasard, eh bien c'est ce qui est donné comme seconde primitive. Donc c'est ce qu'il y a là, avec k qui est toujours xm et x qui est xp. Donc j'ai arcsinus de xp sur xm. Donc arcsinus hyperbolique de xp sur xm moins xp sur racine de xm carré plus xp carré. Voilà, le tout pris entre moins a et a pour xp. Alors ça fait pas forcément quelque chose de très mignon. Donc le champ total au point M. Alors là je rajoute un vecteur parce que du coup, vu que je connais EX, eh bien je peux dire que le vecteur champ électrique c'est la composante EX fois le vecteur unitaire petit EX. Donc ce que je vais faire. Ce qui fait, alors l'arc sinus hyperbolique, si je dis pas de bêtises, c'est une fonction qui est impaire. Du coup quand on va faire arc sinus hyperbolique de A sur xm moins arc sinus hyperbolique de moins a sur xm, ça va faire 2a arc sinus hyperbolique de a sur xm. Donc moins lambda sur 4pi epsilon 0a, facteur de 2 arc sinus hyperbolique de a sur xm, moins, donc ça va faire, que je dise pas de bêtises, donc moins a sur racine de xm carré plus xp carré, pas sur xp, je pense, plus a carré. Alors là, il y a 3 moins, si je dis pas de bêtises. Donc il y a le moins qui est là. Il y a le moins parce qu'on fait ça moins ça. Et il y a le moins a qui est là. Donc normalement, il reste moins a sur racine de xm carré plus a carré. Bon, faut peut-être vérifier un petit peu mes calculs là. Et fois x. Et du coup, le champ total, ça va faire, donc il va y avoir 2 ici. Donc il va rester moins lambda 0 sur 2pi epsilon 0a, facteur de arc sinus hyperbolique de a sur xm, moins a sur xm carré plus a carré, x. Voilà, donc c'est pas forcément très sympathique. Donc ici on a un champ électrique qui est donc selon EX, comme prévu. Et pour ce qui est du signe, c'est-à-dire du sens, bon, il faudrait étudier le signe de ça. C'est pas évident. Et physiquement, en fait, on peut l'anticiper. En effet, puisque les charges positives sont à droite et les charges négatives sont à droite, et que globalement le champ électrique va des charges positives vers les charges négatives, eh bien globalement le champ électrique il va aller vers la gauche. Qu'on soit au-dessus ou en dessous, le champ va aller vers la gauche. Et justement, donc pour finir, dans une autre vidéo, vous verrez comment tracer des cartes de champ avec des sources continues. Et donc ici, je vous ai tracé la carte de champ correspondante pour cette molécule. Donc, je vous rappelle, hein, ici, on a des charges négatives beaucoup, là on a 0, et là on a beaucoup de charges positives. Hop. Et donc, on a quelque chose qui est logique. Hein. À gauche, c'est les charges négatives qui gagnent. Donc, on a un champ qui va vers les charges négatives. À droite, c'est le contraire, donc ça sort. Et puis, entre les deux, eh bien, on a donc le champ qui va des charges positives vers les charges négatives. Donc, ça fait un petit peu comme le champ magnétique créé par un aimant droit. Donc, c'est parce que les équations se ressemblent beaucoup.
Voilà, et puis au niveau des couleurs, on voit que le champ il est important, proche de la molécule, mais qu'après, lorsqu'on est loin, eh bien, le champ devient beaucoup plus faible. Bon, ça, c'est très très logique. Donc pour finir, on a bien un champ qui est selon EX, lorsque le point M il est lui-même sur l'axe des X, et puis par contre, sur la médiatrice, on a bien un champ qui est tout le temps selon -EX. Voilà donc pour cet exercice d'entraînement.